10 choses que les millennials doivent connaître sur le socialisme. Telle est la vidéo du jour et telle est surtout la vidéo privée que j'ai réalisée hier sur mon Substack. Donc ici, j'en donne un aperçu, j'en fais une synthèse. Pour ceux qui en veulent plus, vous irez de l'autre côté pour accéder à la vidéo complète sur le socialisme. Sachez que cette vidéo est inspirée d'un certain Thomas G. Di Lorenzo, qui est un auteur sur les sujets économiques, économiste autrichien, et voilà, qui enseigne aux États-Unis. Et il y a des années de ça déjà, il a produit une vidéo, donc en anglais bien sûr, mais qui était intitulée en somme 10 choses que les millennials doivent connaître sur le socialisme. Et je me suis dit, tiens, c'est un très bon titre, c'est un bon sujet. Les gens aiment bien en plus les listes, c'est toujours assez pratique, assez mental les listes. Les gens aiment bien ça et c'est assez malin en fait de le formuler comme ça. Donc je l'ai repris et j'en ai fait une vidéo privée un petit peu à ma sauce, un petit peu complétée, améliorée. Voilà. Premier élément, c'est tout simplement la définition du socialisme. Propriété collective des moyens de production ou étatique des moyens de production. Et s'ensuit tout le processus de captation de l'économie. Di Lorenzo parle de nationalisation, il parle aussi de l'impôt progressif, des choses qui vont suivre naturellement dans les sociétés capturées par leurs États et qui appliquent un socialisme de plus en plus féroce, surtout en démocratie, et on va en reparler. Deuxième élément, Di Lorenzo nous dit qu'en fait le socialisme mène toujours à la pauvreté, quoi. Et là, donc, après avoir posé les principes et la définition, il nous parle en fait d'éléments historiques, d'illustrations historiques plutôt. Il nous parle notamment de pays qui ont sombré, comme l'URSS. Il y a aussi un mot sur le Venezuela. Moi, ça me fait aussi penser à l'Argentine, qui a complètement sombré sous les coups de boutoir du socialisme, sous la violence socialiste. Et alors même que ce pays était absolument prospère au 19e. Et vous voyez qu'en un petit siècle, même pas, ça a complètement sombré. Et ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc voilà, deuxième chose, illustration historique, très intéressant d'appuyer nos principes avec du concret, du réel. Le socialisme mènera toujours à la pauvreté. Le troisième élément, c'est que le socialisme ne se réforme pas. Ça, c'est très important et très intéressant. Pourquoi? Parce que ses principes fondateurs, ce sur quoi il repose, ses prémices, sont coercitives, sont contre la souveraineté individuelle, contre la propriété privée, et par conséquent, c'est par nature qu'il est déficient. C'est par nature. Donc c'est pas une question, si vous voulez, de réformer, de changer, de degré, de dirigeant. Non, non, par nature. Par nature. Et le principal drame en fait du socialisme, et là il faut lire Mises pour aller beaucoup plus loin, c'est qu'il empêche le calcul économique. Le calcul économique permet aux entrepreneurs, seuls créateurs de richesses et bienfaiteurs sociaux, d'échanger par le biais de la propriété privée, de créer de la richesse, d'enrichir donc toute la société, et de cet échange entre une offre, une demande, naissent des prix libres. Naissent des prix libres. L'émergence des prix provient du marché libre et de la propriété privée. Sans propriété privée, plus d'échanges libres, tout est administré, donc les prix ne reflètent plus la réalité économique, la demande, la rareté, ils reflètent simplement les besoins étatiques, l'agenda étatique, et par conséquent, la pénurie et les gaspillages sont absolument inévitables. Voilà pourquoi est-ce que toutes les sociétés socialistes, et on revient aux illustrations, ont sombré dans du gaspillage et des pénuries. La quatrième chose, c'est que la démocratie ne change rien fondamentalement à la nature coercitive, spoliatrice, dangereuse, violente du socialisme. La démocratie, en fait, si vous voulez, n'est pas un bouclier contre le socialisme. Au contraire, la démocratie est un vecteur du socialisme. Et sur ça, il faut lire et relire Hermann Hoppe, Démocratie, le Dieu qui a échoué, où on comprend bien qu'en réalité, le socialisme avance, progresse au sein de l'économie par le biais du régime démocratique. Donc il n'y a absolument aucun phénomène de bouclier ou d'empêchement
socialiste de la part de la démocratie. C'est presque l'inverse en réalité, c'est même l'inverse en réalité. Et Di Lorenzo, ici encore, défait toute la mystique autour des soi-disant réussites socialistes. Souvent, on nous parle de pays scandinaves comme la Suède. Non, non, tout ça est complètement défait par Thomas Di Lorenzo, qui nous dit en réalité que la Suède a pu se permettre d'être socialiste simplement parce qu'avant, elle avait été beaucoup plus libérale et que son économie de marché avait créé beaucoup de richesses jusqu'aux années 50, nous dit-il. Les économies socialistes ralentissent les entrepreneurs, ponctionnent du capital, et la redistribution, en fait, en réalité, nous fait croire qu'on créerait de la richesse pour autrui, qu'on sortirait les gens de la pauvreté, alors qu'en réalité, toute cette richesse, tout ce capital, venait d'une accumulation passée et des fruits du libéralisme, en réalité, bien sûr. Donc il y a une espèce de croyance que la redistribution arbitraire et le socialisme démocratique serait vertueux, serait social, le fameux système social, que nenni, pas du tout. En réalité, on ne crée absolument aucune richesse en volant les gens, en redistribuant arbitrairement. Nous créons de la richesse par l'échange. Et avant, évidemment, par la production, car avant de profiter de nos biens de consommation, faut-il encore que des gens, entrepreneurs, individus, entrepreneurs, aient produit. Le point suivant, c'est que le socialisme produit des sociétés de caste. Littéralement des populations entières qui sont totalement appauvries, qui subissent la coercition de leurs élites bureaucratiques, étatiques, toutes cooptées, toutes en train de se gaver de l'argent public, donc de l'argent des productifs, du tissu économique et donc du tissu industrieux, et voilà, des gens qui produisent de la valeur. Et donc à la fin, ça donne des sociétés avec une caste et avec une très 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 large partie de la population qui est totalement paupérisée. Et l'exemple du Venezuela est évidemment pas mal, sûrement plus encore de l'Argentine, qui était vraiment prospère jadis. Donc je répète cet exemple-là, toujours un bon exemple, l'Argentine. Et puis en réalité en France, écoutez, la classe qu'on appelle moyenne ou qu'on appelait moyenne est toujours plus martelée par la fiscalité, par les lois anti-propriété. Donc chaque fois il y a ce dénominateur commun où les gens qui commencent un petit peu à gagner, qui commencent un petit peu à sortir du bourbier, sont tout de suite rattrapés par l'État, qui vient les ramener à une condition plus précaire, qui vient les appauvrir par la violence de ces moyens politiques, et notamment par la fiscalité, et on en reparlera à la fin. Le point suivant, c'est que le socialisme tue. C'est extrêmement violent tout ça. Et là, en fait, Di Lorenzo nous prend tout simplement l'exemple, des exemples historiques. Il nous parle de l'URSS, il nous parle donc, des goulags, pour être très clair. Il nous parle de Mao, il nous parle de Pol Pot, il nous parle de différents pays qui ont connu des épurations, des massacres, des violences inouïes. Et en fait, quand on fait les comptes, c'est des dizaines et des dizaines de millions de morts, quoi. Qu'importe à la rigueur les petites querelles d'historiens plus ou moins tenter d'amoindrir ou d'augmenter les chiffres en fonction de leur idéologie, à la rigueur qu'importe, qu'il y ait eu 10, 20, 30, 50 ou 100 millions, c'est 10, 20, 50 ou 100 de trop, et ce sont des gens qui ont subi les outrages et la violence de leur régime socialiste. Et donc on réalise en fait que le socialisme est intrinsèquement coercitif, évidemment, donc ça se confirme, les principes sont coercitifs. Il lutte contre la propriété privée et ses effets, notamment contre le profit, contre le libre marché, contre l'échange, contre le choix libre et volontaire. Contre la monnaie, évidemment, les socialistes veulent contrôler toute la monnaie. Là, vraiment, les exemples donnés par Thomas Di Lorenzo sont des exemples un peu violents, des socialismes très autoritaires et très durs, des stades supérieurs. Mais croyez bien que tout ce qu'il dit s'applique parfaitement dans des socialismes plus mous, plus cachés, qui ne disent pas vraiment leur nom, en démocratie. On fait demi-tour pour profiter un petit peu du coucher de soleil et on va parler du fait que le fascisme, c'est le point suivant,
Le fascisme n'est pas du tout en lien avec le capitalisme, hein. Pas du tout. Le fascisme est bien plus proche du socialisme. Le fascisme partage avec le socialisme une détestation pour la décentralisation, pour le marché libre, pour le choix, pour l'accumulation, pour le profit, pour tous les effets bénéfiques de la propriété privée et de la civilisation humaine. On se rend compte que le fascisme, malheureusement, s'oppose à toutes ces choses-là globalement, hein, et au contraire, s'intéresse d'abord à l'État, s'intéresse à la captation de l'économie. Et au sein de la vidéo, je fais une citation de Benito Mussolini, reprise par Thomas G. Di Lorenzo, où Mussolini avoue clairement, hein, et pose avec honnêteté, hein, une définition du fascisme, où il précise que l'intérêt de l'individu doit être absolument subordonné à celui de l'État, à celui de l'État. Et il désigne le libéralisme classique comme un ennemi du fascisme. Donc le fascisme est une forme de socialisme, tout pour l'État, rien en dehors de lui, captation de l'économie, plus tous les effets violents, hein, autoritaires bien sûr. Ça c'est dans le package évidemment, mais économiquement en tout cas, c'est absolument pas capitalistique, tout ça, pas du tout. Le capitalisme suppose propriété privée des moyens de production et pas d'interférence étatique, pas de captation, pas de collusion. D'où le fait qu'il faut absolument qu'on arrête de parler de capitalisme, de connivence. Non. Tout ça est du copinage, tout ça est condamné depuis longtemps, très longtemps, par les libertariens. Il n'y a absolument aucune légitimité avec toutes ces boîtes, qui sont souvent des grosses boîtes, et c'est pour ça que la plupart d'entre nous ne sommes pas forcément très copains, hein, avec les grosses industries, qui sont le plus souvent des parasites économiques, qui viennent profiter d'un détournement des ressources, hein, puisque l'État vient capter de la richesse chez vous, chez moi, subventionner, accorder des privilèges à certaines industries qui vont se permettre de se reposer sur leurs privilèges et ainsi prospérer et donc sortir du marché, de la nécessaire discipline de marché. Donc voilà, ça c'était vraiment important je crois, hein. Le fascisme est un socialisme et absolument pas un capitalisme. Point suivant, c'est que l'État en réalité, le socialisme qu'il génère, n'aide absolument pas les pauvres. Ça n'aide pas les pauvres. Ça crée de la dépendance, d'accord ? Ça les pousse, ça les incite à rester improductifs, à ne pas créer de la valeur, à ne pas participer à l'effort de production de richesse, et donc à être des parasites et des receleurs d'argent volé en société. Et par ailleurs, il y a aussi l'effet de rupture des liens familiaux, rupture des liens naturels. Di Lorenzo précise bien ça, il a raison je pense, hein, de parler de cette espèce de désintégration ou désocialisation, si je puis dire, de l'individu, ou atomisation, ok, bon, chacun trouvera un peu ses mots, on s'entend, individu plus coupé, plus isolé, qui a moins tendance à se reposer sur des contrats privés, sur sa famille pour avoir de l'aide, sur ses proches, que sais-je. Il aura au contraire beaucoup plus tendance à se à se terrer dans les jupons de sa mère, maman État, et à quémander son aide, tout simplement. Ensuite, le point suivant, c'est que, alors ça c'est en fait c'est deux points qui sont un seul point, c'est l'impôt progressif, mais Di Lorenzo le fait en deux parties. L'impôt progressif, d'une part, désincite la production, et il pénalise notamment les éléments les plus talentueux, les plus productifs, ceux qui ont la productivité marginale la plus élevée, ceux qui génèrent globalement le plus de richesses, des gens qui vont avoir tendance à se barrer. Hein, là, c'est la fuite des capitaux, évidemment, quand vous êtes trop ponctionné, quand vous êtes trop désincité à produire sur place, votre tendance naturelle est à l'éloignement du territoire et de la juridiction qui vous spolie pour en rejoindre une autre plus avantageuse. Et donc, les éléments les plus productifs du corps social ont tendanciellement cette réaction de fuite. Et ça, évidemment, c'est absolument catastrophique pour toute la société. Et oui, car l'entrepreneur ne vole personne, il sert tout le monde. C'est juste l'inverse.
l'entrepreneur et surtout le talentueux, hein, le meilleur, celui qui sert beaucoup de gens et qui rend des services précieux, ne génère absolument aucune violence et aucune forme de spoliation. Il est le seul bienfaiteur social. Dernier élément, c'est que l'impôt renforce le léviathan. D'accord ? L'impôt va avoir tendance, tout simplement, à accroître ses pouvoirs et à lui conférer le luxe du contrôle social et notamment des revenus. Hein. Impôt progressif sur le revenu. Et ça, c'est absolument fatal, hein, parce qu'il s'offre les moyens de sa domination, il s'offre les moyens de contrôler nos niveaux de vie, et il s'engraisse, il se renforce, et il se permet de distribuer d'autant plus de privilèges, et donc de rendre addict à ces pseudo-services de plus en plus de gens qui vont venir gratter dans le grand butin public. Voilà, écoutez, chers amis, on va s'arrêter là, hein. On passera comme ça sous les 20 minutes et si ça vous intéresse, il y a une vidéo d'une petite heure, voilà, donc un peu plus détaillée, qui parle de ce sujet-là et qui va plus loin sur chacun des points abordés. Écoutez, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me le faire savoir avec un pouce vers le haut, commentaire ouvert en cas de questions. Et quant à moi, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!